Salut à tous! Vous cherchez une plante qui soit pionnière, esthétique, qui fasse de grandes barrières infranchissables pour défendre vos jardins-forêts? Vous voulez que ce soit nourricier et mellifère? C'est parti! Salut, c'est Sylvain de la Forêt Gourmande. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le Prunus spinosa. Donc Prunus spinosa, on l'appelle souvent et communément le prunelier ou l'épine noire. C'est une plante de la famille des rosacées, de la même famille que les fraisiers, les rosiers ou les ronces. C'est un arbuste vivace au port buissonnant qui est couvert d'épines. Donc on peut bien voir là le caractère épineux de la plante, des épines qui sont longues, qui sont dures et qui sont extrêmement pointues. Il est à noter que parfois, même en botte, on peut marcher dessus, botte en caoutchouc, ça peut percer une botte. Donc c'est dire le caractère féroce des épines de la plante. La plante est originaire d'Europe, d'Asie mineure et d'Afrique du Nord. Le feuillage est caduc, c'est-à-dire qu'il va tomber l'hiver, il est alterne et il va avoir un bord dentelé. Les feuilles sont assez petites. Adulte, la plante fera 3,50 m de haut, 3,50 m de large. La floraison aura lieu entre mars et avril. Et il est d'ailleurs assez connu pour ça parce que c'est une plante qui va porter ses fleurs avant ses feuilles. Il est d'ailleurs très mellifère. Une des autres choses qui va nous intéresser ici, c'est sa production de petits fruits qu'on va trouver en septembre, octobre, novembre et qui sont intéressants en cuisine. On va découvrir maintenant pourquoi. Donc voilà, au niveau des parties comestibles, donc on va avoir notamment les petites prunelles qu'on peut voir là, des petites billes bleutées, noires. Si on les goûte comme ça, elles sont très astringentes. Ça attaque la bouche, c'est pas sucré, c'est vraiment pas agréable. On note qu'il y a un petit noyau qui peut être toxique, donc il ne faut surtout pas l'avaler, encore moins le croquer. Donc vous allez me dire, ça n'a aucun intérêt comme fruit. C'est ce qu'on peut se dire à première vue. Ensuite, on va avoir une deuxième analyse, c'est d'en prendre une qui est blé. Donc là, elle n'est pas vraiment, mais elle commence à être fripée. Il faut savoir que le fruit, après ses premières gelées, va perdre beaucoup d'astringence, va devenir beaucoup plus sucré. Alors, on peut le manger cru, du coup, il va être beaucoup plus agréable à manger. On ne conseille pas de le faire en grande quantité parce que l'astringence peut amener à de la constipation. Donc, on va éviter d'en manger en grande quantité. Par contre, on va pouvoir faire lacto-fermenter le fruit quand il est mûr. De cette manière, on va pouvoir le consommer comme des olives. Certains le font aussi en sauce pour aromatiser les sauces et une fois cuit, il est très bon. On peut également le faire en confiture ou en gelée. Si vous ramassez les fruits bien mûrs comme ça, bien ronds, vous allez pouvoir les rendre blés en les passant un court moment au congélateur, quelques heures tout au plus. On peut également faire des décoctions avec le fruit comme avec la fleur, une fois qu'ils sont séchés ou même frais. L'important, c'est de savoir que le fruit va avoir des fonctions donc constipantes, antilaxatives comme on dit, et la fleur, au contraire, elle va avoir plutôt des propriétés à tendance laxative. Sinon, au niveau santé, il faut savoir que le fruit est riche en vitamine C et en tannin. Au niveau des risques de confusion, c'est pas bien compliqué parce qu'il n'y en a pas énormément. Vous vérifiez un petit peu les caractéristiques de la plante, les épines, les petites feuilles, éventuellement les baies ou le fait que ça fasse les fleurs avant les feuilles. Le seul risque serait éventuellement avec l'aubépine, mais qui fait ses feuilles avant les fleurs. Voilà, donc assez peu de risques de confusion en soi. Pour ce qui est de sa culture, il faut savoir que c'est une plante qui est facile à cultiver. Elle va être pionnière, elle va aimer le soleil. Cependant, il est quand même à noter qu'elle va avoir un caractère drageonnant qui va la rendre vite envahissante. Donc là, on voit un petit peu le caractère envahissant de la plante qui a été taillé. On voit les branches au sol, qui a été taillé pour laisser un petit peu de place à l'aziminier et au feijoa qu'on peut apercevoir ici. Donc les branches qui vont avoir pour vocation de nourrir le sol, par enrichissement du sol en se décomposant, mais on voit déjà l'apparition des nouvelles pousses du prunelier qui est déjà en train de repartir. Donc il est quand même à noter que c'est une plante qui peut être assez coriace et qu'une fois qu'elle est implantée, elle va quand même se développer. Donc
bien réfléchir avant d'implanter ce genre de plante dans votre jardin. La plante préfère les terres argilo-calcaires et de basse altitude, mais il faut savoir qu'elle s'adapte de toute façon à beaucoup de milieux, même dans des milieux rocailleux, secs. Elle a quand même tendance à s'adapter un petit peu partout, elle se développera simplement un petit peu moins bien. Elle n'aime cependant pas l'ombre des grands arbres, ni les racines des autres arbustes s'ils sont trop près, donc il faut la mettre de façon un petit peu dégagée. La plantation se fera au printemps ou en automne et la plante pousse assez rapidement et sans entretien. La rusticité est de moins 20 degrés, donc elle supportera les grands froids. Il faudra l'arroser les 2 premières années. Une fois que le pied sera grand, il supportera volontiers la sécheresse et n'aura plus besoin d'arrosage. La plante a un gros avantage, c'est qu'elle peut servir pour faire des haies défensives contre les grands herbivores notamment, puisqu'elle est relativement infranchissable tant par la présence de ses épines que par la densité buissonnante donc de ses branches et du port de la plante en général. Elle permet aussi d'abriter de nombreuses espèces de la microfaune, notamment pas mal de papillons de nuit. On pourra également la tailler de manière un peu sculpturale si on en a envie, ou la laisser pousser et s'étaler. Maintenant, attention quand même à ne pas la laisser prendre toute la place. La taille s'effectuera de préférence en février pour favoriser le développement de la plante. On lui connaît peu de maladies, donc peu d'entretien à prévoir pour la plante. Cet arbuste est très vigoureux, il est souvent utilisé comme porte-greffe. Maintenant, on se demande si c'est vraiment une bonne idée vu qu'il est drageonnant et qu'il va refaire des pruneliers à côté. On y préférera d'autres espèces peut-être moins envahissantes. On peut trouver la plante sur internet ou aller la chercher dans les friches ou les lisières. En Europe, elle est assez commune. On la reconnaîtra donc grâce à ses fleurs au printemps ou grâce à ses fruits en automne. La multiplication se fera par bouture, par semis ou par zoochorie, c'est-à-dire la dispersion des graines par la défécation des animaux. Et ben voilà, le prunelier nous aura aujourd'hui enseigné qu'il est capable de structurer nos plus grands jardins, voire nos agroforêts, et de les protéger contre de fâcheuses intrusions, notamment de grands herbivores. Il est également capable de nourrir la microfaune parce qu'il est mellifère et qui va offrir de nombreux habitats à de nombreuses espèces animales. Il va aussi nous produire une myriade de petits fruits au potentiel culinaire intéressant. Et voilà, cette petite vidéo est à présent terminée. Vous pouvez nous soutenir sur notre Tipeee. Vous pouvez liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez également vous abonner. Laissez-nous un commentaire si vous avez une question à nous poser ou quelque chose à nous signifier sur la vidéo, sur vos envies de contenu. On lit tous vos commentaires, même si on ne prend pas toujours le temps de répondre à tout. On les lit tous et on en tient compte. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Salut!